le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a un très bon raconteur de très bonnes histoires en la personne de Tariq. Tariq, bonjour. Bonjour les amis, ça va? Ça va, merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, c'est normal les gars. Alors, j'ai l'impression que alors qu'on se connaît, on se voit depuis des 10 ans les amis. Oh, bah oui, mais bon. Mais, non, moi c'est un plaisir d'être là. C'est la famille ici, c'est la maison. Ça n'empêche pas de mettre les formes, même si, Bien sûr, même si on se connaît. Et on est toujours accompagné de Joanie, Joe pour les intimes. Salut, Comment ça se passe ton intégration dans le Pitch Club? ça va bien, je suis trop content d'être là. Et on va commencer tout de suite ce podcast avec une petite anecdote. Alors en préambule, on discutait avec toi Tariq et tu nous disais que c'était ça te faisait quelque chose d'enregistrer ce podcast au Paname, parce que là, il faut quand même préciser qu'on est sur la scène du Paname. Et qu'est-ce que représente pour toi justement ce comedy club? Moi c'est le meilleur comedy club de Paris. J'ai même envie de te dire c'est peut-être le meilleur comedy club de France. Pour moi il y a vraiment un esprit stand-up, un esprit famille. C'est marrant de dire ça, mais le Paname c'est devenu une famille aussi à part entière. Ça fait 13 ans maintenant que je viens ici au Paname, depuis 2008. Et c'est marrant parce que je suis venu de manière vraiment... En fait, je suis venu pour avoir une critique de mon spectacle. Je vous raconte l'histoire. En fait, je fais mon spectacle au Théâtre Ménilmontant et Boudère est venu. Alors Boudère posait avec moi à Beurre FM à l'époque. Il était avec moi sur l'émission de la matinale et il me fait la surprise à mon spectacle. Il invite Kader Aoun dans mon spectacle. Donc je fais mon spectacle. À l'époque, je faisais beaucoup de personnages. J'étais beaucoup moins stand-up. C'était vraiment partager stand-up perso. Et Kader vient. Je sais qu'il est dans la salle et en sortant du spectacle, Kader n'est plus là. Donc Kader est parti. Et je vais au restaurant avec Boudère et Boudère il me dit Kader n'a pas aimé le spectacle. Mais il t'expliquera pourquoi. Et dans ma tête, je me dis putain, déjà tu te fais critiquer par Kader Aoun avec toute l'aura qu'on connaît, le passif de ce monsieur, tu dis waouh, putain, si Kader Aoun il a pas aimé ton spectacle, fin de carrière mec. C'est-à-dire que si lui il te valide pas, c'est fini, c'est terminé. Et Boudère il me dit tu sais quoi, par contre il m'a dit passe au Paname. C'est une nouvelle scène à Paris, passe au Paname et il va t'expliquer pourquoi il a pas aimé. Et il me dit vraiment il a pas aimé le spectacle. Il t'a trouvé à l'aise sur scène mais il a pas aimé le spectacle. Et je me dis mais est-ce que j'ai vraiment envie de parler avec Kader Aoun en fait, tu vois? Et je me dis bon allez vas-y, va au Paname. J'arrive au Paname et je me souviens très bien de cette scène parce que j'arrive devant le Paname et Kader vient vers moi, il me chope par les épaules et il me dit viens, je vais te parler. On se connaît pas. Première rencontre avec Kader Aoun de toute ma vie, tu vois. Genre, il me prend par les épaules, il me dit, viens, faut qu'on se parle. Et là, on se parle, mais genre 30 minutes. Il me fait une analyse du spectacle, mais minute par minute, quoi. Et je le prends pas mal, je le prends bien parce que je me dis, putain, il a écouté le spectacle, mais mot pour mot. Il me ressortait les moments, les phrases, les trucs. Et toutes ces critiques, elles étaient méga constructives. Il y en avait pas une où je disais non mais là je suis pas d'accord avec toi. Non, tout ce qu'il a dit, je dis c'est vrai et t'as raison, faut que j'arrête de faire ça. Et il me dit Quoi voilà. par exemple comme critique? Par exemple, il me dit j'avais un spectacle où à l'époque je parlais beaucoup de ma communauté, très communautaire, je parlais de mon père, de ma mère, le bled et tout. Il me dit Tariq, ça avec Jamel, on l'a fait 20 ans. Il me dit on l'a usé le sujet. On l'a brûlé, ça ne sert à rien que tu reviennes avec ça. Et il me dit dis-moi la vérité. T'es déjà parti au Maroc en voiture? Je dis non. Il me dit tes parents ils ont un accent? Je dis non. Il me dit pourquoi tu racontes ça? Il me dit pourquoi tu racontes ça? Il me dit quand tu vas au Maroc il y a vraiment des toilettes à la turque chez ta famille? Je dis non. Il me dit pourquoi tu racontes ça alors? Mais en fait il me dissèque tout le spectacle, mais vraiment du début à la fin, tout. Il me dit t'as un truc pour toi. Il me dit t'es à l'aise sur scène et t'es à l'aise avec l'impro. Il me dit je te propose un truc. Viens ici, c'est une nouvelle salle à Paris que je lance avec Karim, que je rencontre aussi pour la première fois, Karim Kachour, que je rencontre pour la première fois. Il me dit, viens ici, tu t'entraînes, et tu peux même jouer ton 1 heure, et on repart à zéro, et tu reprends, et tu gardes tes trucs, et tu reprends tes trucs depuis le début, et tu retravailles. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Paname, sur un Kader n'a pas aimé ton spectacle, et quand je suis arrivé, il m'a fait une vraie critique méga constructive, et je le remercie parce que c'est comme ça que Tariq est né, en fait. C'est à ce moment-là où il m'a fait sortir de mon truc un peu, n'importe quoi en me disant voilà tu vaux mieux que raconter que ta mère a un accent, que ton père il a un accent alors que c'est pas vrai. Et voilà, et c'est comme ça que je suis arrivé au Paname. D'accord, donc c'était une manière de reculer pour mieux sauter. Exactement, et c'est comme ça que je suis arrivé en 2008 ici et ça m'a beaucoup servi parce que je me suis dit vraiment c'est là que j'ai vu tout le talent de ce monsieur. Je me dis putain, moi ce qui m'a marqué vraiment, et aujourd'hui aussi ça me marque des années après, je me dis mais il a écouté tout le spectacle. Tu vois, des gens ont fait des critiques sur ton spectacle, ouais. Les gens ils vont te sortir ton passage mais ils me sortaient les phrases.
il me dit, là, t'as dit ça, là, t'as fait ça, là, c'est pas bon. Et j'ai dit, ah ouais, le mec, il est vraiment plus fort que ce que j'imaginais. Et c'est là que je suis arrivé ici, que j'ai commencé à faire du stand-up vraiment, parce qu'avant, je faisais des personnages. Ouais. Ça, on va y revenir après, mais d'abord. Merci pour l'anecdote. Très belle anecdote d'ailleurs. Et on va revenir un peu sur ta biographie. En fait, on voit que t'es né à Madrid. Ouais, je suis né en Espagne, à Madrid. Bon, alors je suis pas né parce que mes parents étaient en vacances là-bas. Hein. Je suis né parce que on revenait du bled tout simplement, mais à l'époque en voiture. Mais alors ça c'est vrai pour le coup, mes parents revenaient en voiture parce que ma mère pouvait pas prendre l'avion. Elle était à plus de 9 mois, tu vois. Un peu plus de 9 mois. J'avais dépassé le terme. Et donc, ma mère. Trop bien dans le... Ouais, j'étais trop bien. J'étais à l'aise. Le liquide amniotique, il avait un petit goût de miel. C'était magnifique. C'était incroyable. Un petit goût de miel. Donc, je suis resté. Et voilà, ma mère, elle m'a dit, je me suis retenu tant que j'ai pu. Elle me dit, je voulais te faire naître en France. Mais elle m'a dit, à Madrid, j'ai craqué. Elle m'a dit, j'ai eu les contractions à Tanger. Donc, tu te rends compte, elle a eu les contractions à Tanger. Elle a tenu jusqu'à Madrid, quoi. Donc elle m'a dit après je pouvais plus. Elle m'a dit j'ai essayé de tenir au moins et elle m'a dit même ton père me disait essaye de tenir au moins on passe la frontière et en fait non. Parce que tes parents ils habitaient en France à l'époque. Ils habitaient en France mais ils étaient en vacances au Maroc. Tu connais les vacances, tu fais les vacances d'avril et après tu restes un mois en plus et tu fais louper un mois d'école. Mais c'était des parents à l'ancienne. La scolarité non alors que non, ils étaient à cheval sur la scolarité mais ils dépassaient, tu vois, genre vacances d'avril mais on dépasse de 2 semaines, tu vois ou pas. Donc ils reviennent, ta mère était enceinte jusqu'aux yeux, comme on dit. Enceinte jusqu'aux oreilles. Et je suis revenu comme ça et je suis né à Madrid. Ouais, donc t'as la nationalité espagnole. J'ai la nationalité espagnole et marocaine, pas française. Je suis pas français, j'ai une carte séjour. Ouais, donc comme du fait que t'es espagnol, t'es communautaire. Voilà, exactement. C'est la petite chance que j'ai. Donc si c'est à France-Espagne, t'es pour qui? Pour les deux. Mais j'ai la chance de dire que j'ai gagné 3 fois la Coupe du Monde. je peux dire ça. Je ne manquerais plus que le Maroc et là je fais le triplé gagnant, quoi. D'accord. Alors t'as grandi à Montreuil. J'ai grandi à Montreuil dans le 93, ville incroyable. Pourquoi? Parce que je crois que mes parents habitaient rue Saint-Denis au début à Paris. Et bon, la famille s'est agrandie, il a trouvé un truc à Montreuil. Et voilà, on a grandi là-bas et c'est une ville incroyable, quoi. C'est une ville que je kiffe parce que c'est le mélange. Alors c'est un peu moins mélangé, ça devient plus bobo maintenant à Paris. T'étais dans quel quartier à Montreuil? J'habitais au quartier La Boissière. Alors j'ai vécu dans 2 quartiers à Montreuil, j'étais à La Boissière et j'ai vécu au Morillon. Donc dans une cité, après dans un pavillon. Ouais. Mais c'était vraiment Montreuil, c'était une ville très mélangée, ouais. Je vais parler de ça parce qu'à Montreuil, il y a une communauté gitane. Ouais, mais j'ai grandi moi avec les gitans. C'est pour ça que des fois tu vas m'entendre dire Narvalo, c'est Michto. Mais pour moi c'est naturel. Tu vois, ma sœur qui est ingénieure chez Renault, mais tu la vois, elle est en tailleur, elle habite à Versailles maintenant. Des fois on est à table, elle fait mais il est Narvalo celui-là, tu vois. Alors que la meuf, elle négocie des contrats plusieurs millions d'euros. Et des fois je la vois, elle lance des c'est Michto. Michto, mon travail. Tu sais, je dis, on a grandi avec eux, on a grandi avec les Hornex, qui est une petite famille dans le grand banditisme. Non, mais on a grandi avec eux, famille très sympa en plus. Ouais. Tu vois, vraiment des gens cool. Pour le coup, après ils ont des activités parallèles qui est spéciales. Mais quand on était avec eux à l'école, ils étaient vraiment sympas. C'était une famille hyper cool. Donc on a grandi avec les Gitans. Puis après les Maliens. Parce que la communauté malienne est arrivée à Montreuil. Oui. Donc une forte communauté gitane et après la communauté malienne est arrivée. Je crois que même Montreuil c'est la 2e ville la plus peuplée de Maliens. Ouais, après Bamako c'est la 2e capitale du Mali. Montreuil avec la rue de Périgueux. Alors je sais plus maintenant, faudrait revoir les chiffres parce que tout le bas de Paris c'est boboisé, c'est gentrifié, ça qu'on dit. C'est ça, gentrifié. Ouais, c'est pareil. Donc voilà et donc voilà, je sais pas s'il y a encore autant de Maliens dans le bas Montreuil maintenant. À voir. Et donc tu traînais à Montreuil, t'as grandi là-bas. Ouais, c'est là-bas que j'ai découvert l'impro en fait. C'est marrant, c'est parce que il y avait dans mon quartier, il y avait 2 sports nationaux, c'était soit la bagarre, soit vanner. Et moi les mecs qui vannaient, je trouvais ça incroyable les vannes dans ce quartier, je te jure. Et ce qui me faisait marrer, c'est que quand j'étais assis avec des potes, j'ai plein de modèles de vannes, je peux vous balancer des noms, ça servira à rien, mais Sally, Maudit, c'est des mecs que j'ai regardé avec des grands yeux, j'étais fan de ces mecs-là parce que c'était des mecs pas très grands, pas très beaux, pas très forts, mais qui avaient une tchatch incroyable. Et ce que j'aimais ces mecs-là, c'est qu'ils pouvaient dire les pires trucs aux pires voyous du quartier, mais vraiment vanner leur mère, leur frère, leur sœur, leur fringue, leur tête, leur corps. Et ça faisait rire tout le monde, même le mec qui se faisait vanner. Et même le mec était on dit lui c'est un dangereux, c'est un fou, il peut te tirer dessus, il peut te faire un truc, mais il les vannait. Et je disais mais putain mais tu peux dire tout ce que tu veux avec énormément de bienveillance. C'est-à-dire que tu peux vanner la mère d'un mec, mais s'il y a de la bienveillance, de l'amour derrière, bah ça va être une vanne. Et je me suis beaucoup inspiré de ces gens-là. Je me dis putain mais tu vois tu peux dire les pires trucs à un mec en le regardant dans les yeux
Mais si dans ton esprit c'est bienveillant et c'est drôle et puis tu le fais avec le cœur vraiment, allez, je te vanne, je te taquine, bah ça passe. Et c'est ce que j'ai kiffé. C'est là que j'ai dit moi je veux parler comme eux quoi. Je veux faire les mêmes vannes qu'eux. Je veux pouvoir vanner des gens et qu'on me dise rien en fait. Alors Joe a une petite question par rapport à ça justement. Oui. Justement, ta rencontre avec le public, tu l'as fait très jeune sur les bancs de l'école, à ce que j'ai compris. Ouais. C'est ton premier show se fait en cours d'histoire géo. En cours d'histoire géo, ouais, c'est une anecdote assez drôle parce que j'avais un prof d'histoire, Monsieur Mansart. Dédicace à Monsieur Mansart. Dédicace à Monsieur Mansart. Vas-y Mansart, Mansart, on est ensemble. Monsieur Mansart qui était un prof incroyable, prof d'économie, d'histoire géo, pardon. Et en fait, c'était un prof qui avait donné des cours aux États-Unis pendant longtemps. Pendant très longtemps, il avait donné des cours aux États-Unis. Et l'année où il revient en France, il se retrouve au lycée Jean Jaurès à Montreuil, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que il parlait français, bon, très bon français parce qu'il est français. Mais de temps en temps, il plaçait un mot américain et on se foutait de sa gueule à chaque fois. Et comme j'étais un peu le trublion de la classe, je faisais des vannes. Et à chaque fois, il me dit mais vous devez pas être ici. Vous voulez faire du théâtre, allez faire des spectacles. Vous êtes trop marrants. Et je dis ouais un jour je ferai. Je disais un jour je ferai. Et un jour pendant la pause des 2 heures, donc quand tu as 2 heures d'histoire, t'as une petite pause de 3 minutes entre les deux. Lui il prenait toujours des pauses de 5 minutes. Donc moi je suis devant la salle mais je suis avec mes potes, on discute, je fais des vannes, ça rigole. Et il revient et quand il revient de sa pause, au moment où je vais à ma place, il me dit vous allez où? Je fais bah je vais m'asseoir. Il me dit allez je vous laisse 5 minutes là. Et il me dit je vous laisse 5 minutes. Je fais 5 minutes. Il m'a dit ouais faites-nous un truc pendant 5 minutes. Et je me souviens je prends la carte de la Russie. Et je la pose sur le tableau comme ça. Ma première vanne, je m'en souviens, je dis alors la Russie. Et comme c'était un mec, comme je te dis, c'était un Français qui était parti longtemps aux États-Unis, ça lui arrivait des fois de faire des fautes d'orthographe, mais incroyables, tu vois. Et on se foutait de sa gueule à chaque fois. Et je prends la carte de la Russie, je pose la Russie et je mets en titre du cours que je vais donner la Russie et je mets un S. Et tout le monde explose de rire parce que dans leur tête, ils ont capté qu'il faisait que des fautes d'orthographe. Et là, je commence à faire un cours sur la Russie en impro total. Ils étaient morts de rire. Je l'ai imité en fait. J'ai juste parodié le prof en vannant la classe. Et c'est comme ça mon premier contact avec le public. C'était impressionnant. Et il a pris comment le Il a super bien pris. Ouais. Il a super bien pris. Et t'étais bon élève ou t'étais plus là pour franchement, t'amuser? vous dire la vérité, moi je suis vraiment la pire des grosses arnaques. J'étais un très bon élève. Je suis la pire des grosses arnaques. Vraiment un fouteur de merde. Ouais. Non, mais parce que j'étais un trublion, je foutais la merde, mais j'avais d'excellentes notes. Et ça énervait. C'est pour ça que j'ai dit le cours d'éco, parce qu'une fois je me souviens, je vannais le prof d'éco. En seconde, je le tuais, mais tout le monde mort de rire. Mais même le prof, il rigolait. Il était mort de rire. Mais il me disait jamais de punition, avec des bonnes notes. Et un jour, il y a une meuf, je sais pas ce qui se passe, elle fait une vanne et il la sort du cours. Elle fait, tu te dégages et tout. Et elle dit, et je me souviens de cette phrase, elle dit, mais Tariq, il passe son temps à vanner toute la journée, vous dites rien. Elle dit, non, mais au moins lui, c'est drôle. Et ça m'a fait marrer. Et j'ai dit, putain, j'ai le prof, voilà. Quand c'est drôle, tu vois, ça passe, en fait. Et à l'époque, tu te voyais déjà, travailler dans l'humour, ou tu mettais quoi sur l'affiche que tu remplis au début d'année? Informaticien. Je voulais faire des jeux vidéo. Et pour le coup j'ai fait études de médecine, des trucs rien, ma vie c'est n'importe quoi, mais ouais je voulais être informaticien, je m'étais informaticien. Un peu plus tard je crois que j'ai mis dans la com, je crois un peu plus tard j'ai mis communication, pub, je crois que j'avais mis communication pub parce que comme j'étais fan d'Ardisson, je voulais faire le même parcours que Thierry Ardisson. Ouais, ça on va parler après justement. Voilà, je voulais le même parcours que lui. Et après je me suis retrouvé en médecine pour une histoire d'amour, je vous raconterai ça. Ah vas-y, raconte-nous justement parce qu'en fait tu passes ton bac. Ouais, je passe mon bac S. Bac S, donc c'est un bac S, le plus facile. Chimie. Ouais, c'est pas le plus facile. Et je passe un bac S, franchement, le DUT pub que je voulais faire, ils me font une réponse négative. Ils me disent non, je sais pas quoi, je crois qu'il y avait plus de place dans le DUT. Et je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que moi, c'était soit pub, soit, franchement, je commençais à me dire, ouais, putain, c'est relou, je sais pas quoi faire, en fait. Et j'avais une meuf avec qui je sortais, qui, elle, avait eu son bac l'année d'avant, et qui me dit, moi, je suis à Bobigny, et viens avec moi à Bobigny faire médecine. C'est c'est l'université où la barre de sélection, enfin pour le concours en première année est la plus basse. Je crois que c'était 12 ou je sais plus 11 ou 12, je sais plus. Elle me dit viens ici. Elle me dit et en plus ce qui est bien c'est qu'ici ils font un BDUG, ça existe plus du tout maintenant même. Le DUG, ouais. C'est tu faisais médecine et tu passais un DUG en même temps. Donc à l'époque c'était DUG SV sciences de la vie. Elle me dit ouais comme ça au pire t'as pas médecine. T'as ton DUG, frère. C'est comme ça que je me suis inscrit en première année de médecine. Parce qu'une meuf m'a dit, viens me rejoindre, et je l'ai rejoint, quoi, tu vois. Mais à la base, je voulais faire de la pub. Je voulais vraiment me retrouver dans la publicité, parce que je voulais suivre les pas de Thierry Ardisson. Ouais. Et j'étais fan.
T'es fan de Thierry Ardisson, tu regardais ses émissions, c'était à l'époque, c'était attends, parce que t'es de quelle année? Moi, j'ai regardé Lunettes Noires, j'ai vu Hardy Matt. Quand il faisait l'émission au bain douche, tu regardais ça? Ouais, j'ai vu tout ça, ça passe en 3e partie de soirée. Ouais. Et le bonheur, c'est que la chance que j'avais, c'est que j'avais une télé dans ma Mais chambre. t'avais quel âge? Parce que j'ai 43 ans, les amis, hein. Non, mais je veux dire. Non. Ah, j'étais très À jeune, ce je vais moment-là, avoir comment ça 11, passait? 12, T'avais 8, 9 ans? 13, ouais, j'étais très jeune. Ouais. Mais ce mec-là, c'est comme les mecs de mon quartier. Quand je suis tombé sur lui la première fois et que j'ai vu comment il parlait, cette décontraction, puis à l'époque tu fumais, tu buvais, puis il posait des questions méga intimes aux invités. J'ai dit, mais... Et moi je suis la transition entre l'époque des animateurs Guy Lux, Drucker, qui est ultra conventionnel, carré, propre, lisse, et Ardisson, qui avait de Cône, trash. Baffy, Ouais. qui était un peu plus trash. Et je regardais ce mec-là, j'ai dit, putain, mais moi je veux parler comme lui. C'était en mode punchline à l'époque. Ouais, hein. punchline, Il tu vois, et puis poser des questions Ouais. de cul sur leur vie intime. Je dis, mais putain, mais il est incroyable Ouais, ce c'est mec. ça, quand il avait Michel Rocard, Ouais. il dit sucer, c'est trompé. Voilà. Et je voyais en face, ça se vexait pas. Je dis, mais c'est incroyable de pouvoir dire à quelqu'un, est-ce que tu suces? Et que la personne te réponde avec le sourire. Je dis, mais c'est pas possible, ça, tu vois. Et je disais, ouais, je veux parler comme lui. Et donc, je regardais tout ce qu'il faisait, j'écoutais toutes ses interviews. Il disait qu'il était venu de la pub. Je dis, mais alors attends, moi aussi, si je fais de la pub, je peux devenir comme lui. Mais, et voilà, j'ai fait de... Comment t'as su qu'il venait de la pub? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien, fallait se renseigner. Il le disait dans des Ouais. interviews. Il disait, ou même des fois dans ses émissions, Ouais. il disait, ouais, moi je viens de la pub. Et je disais, putain, mais, et c'est là que j'ai découvert que c'est lui qui avait inventé Chaussée et Omoine. Ouais. Ovomaltine, c'est de la Quand- dynamite. Tropico. Bah, c'est Tropico. C'est lui qui a inventé toutes ces expressions de publicité qui sont légendaires, Ouais. tu vois. Donc, et je voulais suivre ses pas et bon, malheureusement, j'ai pris un autre chemin, mais Alors justement, comment s'organiser entre le passage de la médecine où finalement t'as pas fait carrière parce que t'as fait quand même 3 ans. ouais, après j'ai arrêté. Non, je pense que après moi je suis rentré à Beurre FM, je Tu suis es rentré comment à Beurre FM? C'est un mec qui m'a vu sur scène et qui m'a dit ouais, viens faire le sniper dans l'émission. Je suis C'est-à-dire que arrivé. tu faisais déjà la scène à l'époque de médecine, Ouais, je faisais Ah déjà de la d'accord, scène, donc ouais. t'avais Ouais, commencé. J'avais commencé un peu, je faisais quelques scènes ouvertes dans Paris, mais c'était compliqué parce que en 98, 99, Jamel était là, c'était fini quoi. Comment ça t'es venu à un moment donné, donc t'es en médecine, je vais aller sur une scène, C'était un pari. C'était un pari. C'est né dans l'amphi. Tu vois, moi, ça marche que au Paris. C'est marrant. C'était dans l'amphi. J'étais en amphi et je faisais des vannes en amphi avec toute l'équipe avec qui je traînais. Et la meuf avec qui je sortais, qui me dit, arrête de nous faire tes conneries ici. Va les faire sur scène. Elle me dit, t'es pas capable de faire ce que tu fais là, de faire sur. Je dis, trouve-moi une scène et je te jure, je le fais. Et donc, elle achète l'officiel des spectacles. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'officiel des spectacles, ça coûtait, Oui, ça sortait le ça coûtait mercredi. 5 francs ou 2 francs, je sais Ouais. plus. Et t'avais dedans, donc, tous les films au cinéma, toutes Ouais. les pièces de théâtre, et t'avais les scènes ouvertes. Et donc, on avait trouvé le bec fin, et elle m'avait inscrit au bec fin, et je faisais déjà un peu de scène, tu vois. Et c'était quoi tes sketchs À C'est l'époque, du one man, un- c'est non, quoi? du one man. L'impro? frère. Ouais, non, du one man. C'était que du one man avec un peu d'impro, mais c'était beaucoup, parce qu'à l'époque, c'était ça, ce qu'on voyait, nous. Fallait mettre une perruque, fallait faire des accents, fallait faire des situations. Donc, c'était plus ça au début. Mais voilà, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires. C'est comme ça que j'ai connu Boudère. En faisant des scènes ouvertes. Et du coup, t'as jamais pris de cours de théâtre ou quoi que ce soit? Si, j'ai pris des cours Ah, de bah théâtre voilà. après. J'ai pris des cours de théâtre après dans une troupe avec un metteur en scène qui s'appelait Victor Dos Santos, qui s'appelle toujours Victor Dos Santos d'ailleurs. Mais j'ai pris des cours un peu plus classiques, on va dire, un peu plus techniques aussi. Pourquoi apprendre. faire prendre des courses? Parce que tu sentais que t'avais un besoin de t'améliorer sur Parce qu'encore une fois, c'est marrant, ce mec-là, il est venu au spectacle et il me donne rendez-vous au Dalou à Nation. Donc c'est un pote, le Dalou à Nation. Et c'est un pote de Xavier qui me le ramène à un de mes spectacles. Et il me dit, ouais, Victor, il veut te voir au Dalou à Vincennes et tout. Donc je vais au Dalou. Je me pose, il me fait le même truc que Kader. Il me dit, j'ai pas aimé ton spectacle. Il me dit, mais t'as un truc. Il me dit, t'as un truc. T'es à l'aise sur scène, t'es à l'aise avec l'impro, t'as un truc. Il dit, moi, j'ai pas aimé. Et donc, il me dit, tu sais ce qu'on va faire? Il me dit, j'ai une troupe de théâtre à Boulogne. Viens 2 fois par semaine dans ma troupe et voilà. Tu vas reprendre techniquement, on va reprendre des exercices et tout. Et donc, j'ai fait une pause là, à ce moment-là, en stand-up, enfin, en humour, et pour me mettre à fond dans ça, quoi. Qu'est-ce que t'as appris là-bas? J'ai appris les déplacements, j'ai appris la respiration, j'ai appris les regards, j'ai appris énormément sur soi aussi. T'apprends sur toi, tu vois jusqu'où tu peux aller, t'apprends à transmettre des émotions, à transmettre des choses. Donc voilà, j'ai appris tout ça. À l'époque, t'étais toujours à Montreuil à ce moment-là. Toujours. Les gars du quartier, tu leur avais dit tout ça que tu Ouais, faisais- je leur avais dit. Bon, ils te prenaient pas au sérieux, quoi, tu vois. Ouais. Bon, ouais, Tariq fait de la scène. Tu sais, tant que tu passes pas à la télé ou tu commences pas vraiment à être connu, les gens pour eux, c'est une passion, quoi. Mais ils s'y attendaient, c'est-à-dire qu'ils savaient que comme tu faisais beaucoup de vannes, non?
Je pense qu'il savait que j'avais un truc. Comme tout le monde, je pense qu'au début, les gens se disent, Tariq, il a un truc. Il a un truc, il y a quelque chose. Mais est-ce qu'il va l'exploiter ou pas? Après, c'était à moi de faire mes preuves pour montrer aux gens que j'ai exploité le truc, tu vois. Quand t'as pris tes cours de théâtre, est-ce qu'il y avait un petit peu d'impro à l'intérieur? Non, il n'y avait pas d'impro, c'est ça le problème. Ouais, c'était que de la C'est technique. que de la technique et du texte. textes, Tu sais, c'est du Molière, c'est du Jean-Paul Sartre. Et puis, il faut tenir le texte. Et je me souviens d'un cours où Victor, il me dit, Tariq, arrête de sortir du texte. Il me dit, arrête de rajouter des mots. Il me dit, il y a un texte. C'est le texte d'un auteur. Tu suis le texte mot pour mot. Il n'y a pas de je rajoute des mots. Il n'y a pas de je rajoute des phrases. Il me dit, non. Il me dit, oui, en one man show, oui, mais là, non. Et c'est ça aussi, c'est aussi la rigueur. Alors, ça t'aide énormément après, hein, quand tu fais ton spectacle, parce que ça te permet aussi à cadrer tes impros, à cadrer ton texte, parce que l'impro c'est dangereux. Si vous voulez, je vous expliquerai tout à l'heure. Moi, c'est mon avis. Hein. Après, Ouais. d'autres gens diront autre chose, mais moi, pour moi, l'impro, je l'ai toujours dit, c'est comme si tu maniais de la nitroglycérine, quoi. Tu vois, faire très attention avec ça. Des formules chimiques, faut respecter les faut, dosages. ouais, faut respecter les dosages, ça peut péter entre tes mains. Du coup, tu dis que certains chutent avec un parachute et d'autres sans. À quelle catégorie tu t'identifies? Sans. Et est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça, c'est la phrase que je sors pour expliquer qu'il y a deux écoles d'impro. Ouais. Il y a l'école d'impro. Je fais de l'impro, mais j'ai une vraie soupape de sécurité. Alors, je vais pas donner de nom, parce que je fais l'erreur de donner des noms. J'ai reçu des messages. Donc, je vais pas donner de nom. Non, t'as des artistes qui aiment préparer leurs impros. Ça veut dire qu'il va te faire une impro, mais il sait exactement où il va atterrir. Petite adrénaline sympa, mais bon, atterrissage au calme. Moi, j'aime pas, c'est pas que je suis pas fan. Même aujourd'hui, à mon âge, avec autant d'années d'expérience, j'aime bien sentir le risque, le danger, tu vois. Je me dis, waouh, je sais où je pars, mais je sais pas du tout où je vais arriver, tu vois. Ce qui est magique, c'est que quand t'arrives pile poil là où t'as envie d'arriver. Alors là, c'est incroyable. Bon, franchement, grâce à Dieu, sans prétention aucune, 95% du temps, je suis arrivé exactement là où j'avais envie d'arriver. Vraiment. C'est magique. Je sais pas, je pourrais pas t'expliquer comment, c'est dans mon cerveau, ça s'enclenche comme ça. Mais moi, je suis plus de celle sans parachute. Parce que j'aime bien cette adrénaline, ça m'excite vraiment, ça me procure vraiment énormément de plaisir de me dire, putain, là, j'ai ouvert une porte, je sais pas où je vais, mais je vais aller jusqu'au bout de la porte parce que je sais où ça va me mener. Des fois, ça te mène nulle part, des fois, ça te mène dans des vrais trucs intéressants. Donc voilà, et l'impro, c'est pas juste, c'est ce que je dis, et ce que j'essaye de faire comprendre à plein de gens, mais tout le monde n'écoute pas, et aujourd'hui, je vois que tout le monde veut faire de l'impro. C'est quoi le conseil alors que tu donnerais? Moi, le conseil que je veux donner, vraiment, et que je donne souvent quand je fais quelques masterclass et tout, l'impro, c'est pas juste tu viens et tu vannes une tête, un corps, c'est facile. Moi, ce que j'aime dans l'impro, c'est quand tu crées un moment, tu vois, quand tu crées un moment, tu crées un sketch, en fait, tu l'écris en live, en direct, ça c'est intéressant, c'est quand tu l'écris vraiment au moment où tu rentres dans ton impro, c'est que tu vas créer un truc qui va durer longtemps. Pas juste dire, ouais, t'as un pull vert. Je l'ai fait il y a une semaine. Je dis, t'as un pull vert, tu ressembles à cet élève. C'est naze, en fait. Ouais, c'est éclaté. là. Mais ça marche. Mais ça marche. Parce que l'impro, en fait, j'espère être clair parce que je dis beaucoup de choses, mais en fait, le truc de l'impro, c'est quand tu fais une impro, faut que tout de suite dans l'esprit de la personne à qui tu lances le truc, faut que ça connecte tout le monde. C'est-à-dire que si ton impro, elle connecte une personne, c'est raté. Si ton impro, elle connecte tout le monde d'un coup, là, c'est gagné. Quand je dis à la fille, t'as un pull vert, on dirait c'est LM. Je sais que quand les gens rigolent, et je sais exactement que dans la tête des gens, ils ont le petit bonhomme vert avec la grosse tête habillé en vert. C'est ça qu'il faut créer. C'est ce truc qui va déclencher un truc universel. Te mettre sur les côtes d'une personne et la descendre et lui insulter sa mère, ça sert à rien. En fait, tu ris de la personne et pas avec tout le monde, en fait, tu vois. T'as déjà eu des incidents comme ça? Oui, j'en ai eu plein. Ouais. J'en ai eu plein. Pas beaucoup, hein. Mais j'en ai eu quelques-uns parce que tu connais pas les sensibilités des gens. C'est ça le problème de l'impro. C'est que tu connais pas la personne, tu la connais pas. Tu connais pas ses complexes, tu connais pas sa sensibilité. Et des fois, tu balances des trucs, ça fait rire tout le monde. Et tu sens. Et moi, je le sens, ça. Généralement. Est-ce que tu peux parler d'une fois où c'est monté très, très haut en tension comme ça? Une fois, j'ai pas fait exprès. Je suis avec, c'est une impro en plus que je fais souvent. Je suis dans un comedy club et il y a deux nanas et deux mecs. Ils sont ensemble, les quatre. Et je vois que les deux meufs, elles sont très, très maquillées. Énormément maquillées, mais vraiment très, très maquillées. Tu vois, très, très sexy, très jolie. Et il y en a une des deux, elle est un peu plus maquillée que l'autre. Et je dis aux gars, les gars, vous avez ramené un souvenir de Thaïlande. Comment ça t'est venu, ce souvenir de Thaïlande? Je sais pas, ça, je peux pas t'expliquer la mécanique, comment elle se fait. Je pense que parce que c'était des mecs de cité,
et que les meufs elles étaient bronzées, ouais, et que elles étaient bronzées, que c'était en hiver et que dans ma tête j'ai connecté Thaïlande et Kaira, enfin, je sais pas, il y a une connexion qui s'opère et dans ma tête les trucs sortent. Et je dis, vous avez un souvenir de Thaïlande, les mecs rigolent, l'autre meuf rigole, elle rigole pas, mais je me dis, peut-être qu'elle a loupé la vanne, genre, je remets une autre vanne derrière. Je dis, bah ouais, baisse ta tête, on voit ta pomme d'Adam. Ça rigole, elle rigole un peu. Je dis, bah en plus, serre tes jambes parce qu'on voit tes couilles. Et tout le monde rigole, ses potes rigolent, toute la salle est morte de rire, machin. Ça rigole, je rajoute, je dis, ouais, tu t'appelles comment? Avant qu'elle réponde, je dis ping-pong. Enfin, tu vois, je vais dans, et je vois la personne se lever pendant le sketch et partir en pleurant, tu vois. Ouais. Et moi, comme un imbécile, au lieu de m'arrêter, c'était à l'époque où je maîtrisais pas mon impro. Au lieu de m'arrêter, je prends mon micro, je la suis, et je lui dis, reviens, si tu veux, je te suce. Mais je sens qu'elle pleure, mais je continue comme un imbécile. Et je vais la voir, et je lui dis, je suis désolé, je voulais pas te faire pleurer. Elle me dit, tu sais, toute la journée, on me dit que je ressemble à un mec. Elle me dit, j'ai des traits forts, et tout le monde me dit que je fais mec. Et tu vois, c'est là que tu te dis, putain, merde, en fait, la meuf, elle a un complexe que je ne savais pas, mais j'ai mis mon doigt pile dans le complexe et je l'ai pas lâché. Et ça t'arrive. Et je me suis excusé et je lui dis, désolé, je voulais pas te faire pleurer, tu vois. Et elle a pleuré. Et ça m'a touché. Depuis ce jour-là, je fais quand même attention. Voilà. Bah, déjà, merci beaucoup pour ta sincérité. C'est cool de revenir sur ses erreurs et d'être aussi honnête avec ça. Franchement, faut reconnaître, des fois, je suis parti trop loin. Mais justement, en parlant de ces limites, des limites de l'impro, tu as dit aussi, je taquine les gens, parfois à la limite de la bagarre. Et ça m'intéresse de connaître ta façon de voir tes limites dans l'humour. Est-ce que t'en as? Comment tu gères? Bah, en fait, mes limites dans l'humour, franchement, les limites, elles sont si ça me fait rire, je le fais. Ça me fait pas rire, je fais pas. Tu vois, par exemple, j'ai rien écrit sur le Covid, ça me fait pas rire. J'écris rien sur la pédophilie, ça me fait pas rire. J'écris rien sur les prêtres, sur les trucs, ça me fait pas rire. J'écris rien sur la religion, ça me fait pas rire. En fait, ça me fait pas marrer. Moi, tu verras, je fais jamais de vanne politique. Pas parce que je m'intéresse pas. Je connais plein de trucs, je m'intéresse, je sais ce qui se passe. Mais ça me fait pas rire, en fait. C'est pas marrant. Donc, je reste là où je trouve ça marrant, où je suis à l'aise. Donc, je reste vraiment dans ma zone où ça me fait kiffer, tu vois. Je vais pas écrire de la politique parce que aujourd'hui, faut être un humoriste avec un avis. Aujourd'hui, on essaie faut faire parce qu'il fait. Non. Lui, il veut faire, il fait ce qu'il a envie de faire. Je veux pas suivre un mouvement, je fais mon mouvement, je crée mon chemin. Je suis pas là à me dire, ils parlent tous de politique, donc il faut que je parle de politique. Ah, ils parlent tous de l'actualité, il faut que je parle d'actualité. Non, je fais mon truc, ce qui me fait marrer, je le fais, ce qui me fait pas marrer, je le fais pas. Et maintenant, oui, l'impro, je me mets des limites parce que c'est ce que je dis très souvent quand je fais des masterclass, j'explique, l'impro, le problème de l'impro, c'est une porte qui s'ouvre, comme je vous disais tout à l'heure, mais faut savoir en sortir de cette porte. On a vu plein d'humoristes ici, dans plein de comedy clubs, commencer une impro, mais ils galèrent à sortir de l'impro. C'est ce que j'appelle, moi, je dis cette expression, c'est le vortex. Tu rentres dans un vortex, si tu sais pas sortir de ce vortex, tu vas t'enfoncer. Et la seule porte qui peut s'ouvrir, c'est que si t'arrives à avoir un rire, tu vois. Quand t'as un rire, tu vas pouvoir t'esquiver. Mais le problème de l'impro, quand tu rentres dans le vortex, c'est que si tu t'en sors pas, alors tu t'enfonces, tu deviens méchant, tu perds la sympathie des gens. C'est fini. C'est terminé. Donc, faut savoir vraiment c'est pour ça que je dis c'est la nitroglycérine. Si tu sais pas la gérer, tu vas t'enfoncer dans un truc. Mais tu vas mettre 2 heures à t'en sortir, frère. C'est mort. Et j'ai vu des mecs, je peux t'en sortir une liste, elle est longue comme un bras de mecs. J'ai vu ici commencer des trucs et ils s'enfonçaient, dire, mes frères, arrête, reviens dans ton texte. Et le problème de l'impro, quand tu restes trop longtemps dedans et que tu reviens dans ton texte, ça ne marche pas. À moins que t'aies un texte de génie, mais ça marche pas. Alors justement, l'impro, ça t'a aussi permis aussi de faire une émission, La France, un incroyable talent. Exactement. Ça t'a amené jusqu'en finale, d'ailleurs. Ouais. Comment ça s'est passé, d'ailleurs? Pardon, excuse-moi, David. Ouais, c'était justement, c'était il y a 3 ans l'émission. Le casting. En 2018, Comment t'arrives là-dedans? Bah écoute, c'était l'année où ils vont venir Sugar Sammy. Moi, un jour, je reçois un mail dans ma boîte Facebook. Sugar Sammy, Sugar Sammy, c'est un humoriste québécois. Voilà, humoriste québécois, lui aussi spécialisé dans l'impro avec parachute. Et voilà, j'ai dit le nom. T'as dit que t'avais pas dit le nom. Non, je sais. Bon, ok, bon, non, parce qu'il se dit être le roi de l'impro. Ok, donc. Et donc voilà. On regarde ou pas? Regardez. Non. J'adore Sugar Sammy, j'adore ce qu'il fait. Il est archi drôle. Bonjour à Sugar Sammy. Il est bon en impro. Il est incroyable. C'est un génie. C'est un génie canadien. Franchement, il est très très fort.
Et non, mais je plaisante parce que lui, comme il a beaucoup de tiroirs, voilà, c'est pour ça que je dis parachute, mais c'est pas méchant. Non, et c'est la première année où donc il va être un humoriste dans le truc. Il cherche un humoriste. Moi, je le savais pas. Je reçois un jour un message sur Facebook. Ouais, Framental M6 veut que tu viennes. On a vu tes sketchs, tes lumineux, tes trucs. Ah, je sais, vas-y, au début, je pensais que c'était un fake. Je réponds pas pendant 15 jours, mais vraiment 15 jours. Je reçois un deuxième mail. Il faudrait que tu me donnes une réponse. Est-ce que tu veux faire l'émission ou pas? J'appelle la meuf. Je dis, écoute, moi, franchement, faire l'émission. Et en plus, je vais vous dire la petite anecdote que je raconte jamais. C'est que j'étais venu au Paname un jour et il y avait plein d'humoristes. Pas comme toujours. Et je leur dis, putain, s'il y a un incroyable talent, demain qui t'appelle, tu le fais. Et tous, sans exception, me disaient, mais t'es fou, faut pas y aller, mais n'importe quoi. Celui qui y va, c'est un fou. On a entendu parler qu'il cherchait des humoristes. Celui qui va y aller, c'est un fou. Il va se planter. Regarde Jamel Kaïbou, il s'est planté et tout, machin. La meuf, elle me relance. Je dis, mais non, je veux pas y aller, moi. Et je réfléchis. Et je la fais galérer, en plus. Cette fille, Charlotte, je la fais galérer. Elle est super gentille, en plus. Je la fais galérer. Et c'était l'été, quoi. Mi-août, il y a pas un chat dans Paris. Et elle me met la pression. Et un jour, je suis au téléphone avec Tony Saint-Laurent. Et Tony me dit, je lui dis, Tony, faut que je te dise un truc. Je fais, il y a un incroyable talent. Ils m'ont proposé de faire l'émission, mais je sais pas quoi dire. Je vais dire non. Il me dit, mais t'es fou. Il me dit, Tariq, c'est quoi ton actu en ce moment? Je lui dis, pas d'actu. Il me dit, tu crois qu'on se souvient encore de toi du Jamel Comedy Club 2014? Je dis, non, je crois, les gens les ont oubliés. Il me dit, alors vas-y, frère, t'as rien à perdre. Et donc, j'appelle la meuf, je dis, écoute, moi, je veux bien faire l'émission, mais t'as vu, si je me mange 3 croix, laisse tomber. Vous me retirez de l'émission. Elle me dit, non, on n'a pas le droit et tout. Je dis, bah, je le fais pas. Là, la productrice de l'émission, elle m'appelle, elle me dit, bon, Tariq, oui, si c'est vraiment catastrophique, on te passera pas en télé. Je dis, moi, je viens, s'il y a 3 croix, je fais pas. Elle me dit oui, sauf que moi, ce que je fais, parce que je suis un peu malin, je demande à mon avocat de rédiger le contrat, tu vois. Bon, elle m'envoie un premier contrat M6 et je fais rajouter par mon avocat la clause. Si moi, j'aime ou j'aime pas mon passage, si je prends 3 croix, on ne diffuse pas. J'arrive le jour de l'émission, elle a pas le contrat. Je me souviens, j'arrive le jour de l'émission, elle me dit non, mais on n'a pas reçu le contrat, mais je dis non, moi je fais pas si je signe pas ce contrat. Je passe pas à l'antenne. Elle me dit non, machin. J'appelle mon frère qui est en Espagne en vacances. On appelle notre avocat qui est en vacances. Il me dit écoute, on a le mail, ça suffit. Il me dit on a le mail, ça t'inquiète pas, vas-y, on a le mail. Donc mais j'allais pas la faire l'émission. Vraiment, il m'aurait dit ne fais pas l'émission, ils ont pas signé le contrat, je serais rentré chez moi. Il me dit c'est bon, t'inquiète, on a le mail, j'en fais mon affaire, fais l'émission. J'arrive à midi. Putain, j'attends toute l'après-midi, mec. Mais je suis là toute l'après-midi à attendre comme un bouffon, là, tu vois, j'attends. Et dans la salle, il y a que des jongleurs, que des mecs avec des perruques, que des gens avec des chiens, des chats, des enfants, des contorsionnistes. Et je dis, la vie de ma mère, moi, je vais me barrer, j'ai rien à faire là, en fait. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce piège? Il y a pas un autre humoriste, hein. Je suis tout seul dans le monde du stand-up. Et je suis avec mon cousin. Je vais voir la meuf Charlotte, je fais Charlotte, tu sais quoi, viens, je me barre parce que franchement, eux, ils jouent leur vie, moi, j'en ai rien à foutre et franchement, ça, je suis pas chaud. Elle me dit, non, reste. Elle me dit, reste, t'inquiète pas. Je dis, vas-y, putain. Et on avait rien écrit. Vraiment rien écrit. T'as mis les mains dans les poches. Ah, j'ai mis les mains, plus que les mains Pourquoi dans les t'avais poches. rien écrit? Parce que je voulais jouer le sketch de ma fille et 2 jours avant, la productrice, elle m'avait appelé, elle m'a dit, Tariq, fais pas de sketch. Elle me dit, on veut que tu fasses comme dans tes vidéos. Je dis, mais moi, je vais pas vanner le public, ça se fait pas et tout. Elle me dit non, fais pas de sketch, ça marche pas chez nous, tu viens, tu fais ce que tu fais dans tes vidéos, tu vannes les gens. Roaster, quoi. Fallait roaster. Roaster, j'arrive. Ouais. Avec Walid, on écrit une vanne sur Ginola, très rapide. Alors, Ginola, il animait l'émission. Ouais, il animait l'émission. Donc, on écrit une vanne sur lui, sur le fait qu'il avait fait un arrêt cardiaque sur un terrain de foot. Bien. Et je me dis, ouais. C'est pas mal. C'est C'est vraiment sans parachute. Non, mais il a été réanimé par Matt Pokora, c'est ça qui est marrant dans l'histoire, en fait. C'est ça qui est drôle. On sait pas dans quelles conditions. Ouais, non, mais voilà. Donc, Ouais. j'écris cette vanne, j'ai 2 minutes 30 sur scène, je rentre, je fais la vanne, et la vanne, elle dure 20 secondes. Je me dis, what, il te reste 2 minutes, la vie de ma mère, il te reste 2 minutes, comment tu vas tenir 2 minutes, quoi? Et je me dis, bon, bah, fais ce qu'elle t'a dit, commence à roaster et là, t'enlèves le parachute. véridique, hein, je regarde le public, à ma gauche, il y a que des handicapés, mais moteurs forts. Et à ma droite, il y a que des gosses. Parce qu'en fait, pour les plans télé, ils ont mis que les gens beaux derrière le jury. Tout le reste, bah, j'ai rien contre. Attends, je dis pas que les gens sont pas beaux sur les côtés, mais tiens, je me dis, mais non, mais je vais pas me faire les gens en fauteuil roulant, là. Ouais, bad buzz. Bad buzz et tout, je peux me faire les gosses, tu vois. Et je me dis, putain, Tariq.
Mets-toi sur le jury. Alors, j'improvise 3-4 trucs, ça rigole, ça applaudit, machin. Il y avait Eric Mendes qui chauffait la salle, il faisait applaudir à toutes les vannes. Bon, donc, ça m'aidait un peu, tu vois. Et bam, bam, bam. Et à la fin, ils me disent, bon, alors, tu commences quand ton sketch? Je dis, ben, moi, j'ai fini, en fait, hein, là, donc, je vais rentrer chez moi. Et ça fait rire, cette phrase, quand je dis, moi, j'ai fini. Ils me disent, OK. Et là, il commence à débriefer et Gino, là, il rentre, il met un golden buzzer, tu vois. Je m'y attends vraiment pas. Je sais même, et pour dire, on est 15 artistes à passer. Je suis le 2e artiste et il y a un golden buzzer par jour. C'est-à-dire que le golden buzzer, c'est quoi? C'est une espèce de veto de Voilà, c'est une l'animateur. espèce de bonus. Tu vas direct en finale. Mais il y a que l'animateur qui peut le faire. Ouais, les 4 animateurs et alors, ils en ont un chaque. Il y en a 5, donc un par animateur et un pour l'animateur. D'accord. Pour les jurys et un jury, par, et et un pour l'animateur en a un l'animateur. aussi. Et donc, le golden buzzer te permet d'aller Directement en finale. D'accord. Et je passe le 2e. C'est-à-dire que les 13 autres qui sont derrière, ils savent qu'il n'y a plus de golden buzzer. parce que t'en as Il y en a un par jour. Il y a 5 jours de tournage, il y en a un par jour. D'accord. Et quand je sors de scène, je vais signer mes contrats, tout ça. Et mon cousin me dit, viens, on s'en va parce que je crois que les gens, ils sont vénères un peu. Et je regardais tous les autres artistes, ils avaient le seum. Je me regardais, genre, ouais, putain. Ils avaient des couteaux dans les yeux, quoi. Bah ouais. Ils disent, ouais, il n'y a plus de golden buzzer, c'est fini. Et donc, tu dis que t'avais ces 20 secondes de prête. Ouais. Et que après, t'étais en roue libre, en gros. Ouais. Mais comment tu fais pour gérer une panne d'inspi comme ça ou un stress aussi grand, vu que t'as justement pas de parachute? Je pense que ça, c'est les années de radio, ça. Je pense que c'est les années de radio. C'est les années de radio. En fait, en radio, on nous apprend qu'il faut jamais laisser de blanc. Tu vois? De blanc antenne, t'as pas droit. Ils disent interdit. meubler. Ouais, faut meubler, voilà. Tu peux pas faire de blanc antenne, c'est interdit. Tu peux te faire remonter par le CSA si tu fais des blancs antennes. Faut toujours parler, en fait, tu vois. Et je pense que c'est les années de radio à Beurre FM qui ont fait que j'ai continué à parler. En fait, même si t'as le blanc, tu continues, tu comptes, tu dis n'importe quoi. Enfin, tu dis ce qui passe par la tête. Et ça t'emmène sur un truc. Mais je pense que c'est les années de radio qui font que même quand je bug à un moment donné, j'ai toujours un truc à dire. Alors justement, la radio, enfin, à part si tu rajoutais quelque chose sur la France, c'est Tu veux incroyable parler un talent. petit peu de ce Non, métier? Je peux tout vous dire hein, sur Justement, la radio, Ouais. qu'est-ce que tu apprécies dans ce média? Parce que là, on fait un podcast, c'est une autre forme de radio, mais c'est quand même de la radio. Un humoriste qui quelque fait de la sorte. radio, c'est quoi exactement? Ça dépend. Moi, j'aime bien quand on me laisse carte blanche, tu vois. Parce que quand on me cadre trop sur des trucs, j'en ai fait des émissions. Hein. À Beurre FM, putain, ça fait 20 ans que je suis là-bas, j'en ai fait des émissions. Mais celle où je me suis le plus amusé, c'est celle où on te dit fais ce que tu veux. Je pense que un humoriste en radio, faut vraiment lui dire fais ce que tu veux, quoi. Parce que quand tu vas lui commencer à dire ouais, mais fais des chroniques, fais des canulars, à 15h15, tu dois faire ça à 15h12, à 16h32. Moi, j'arrive pas à travailler comme ça. Je sais pas travailler comme C'est ça. plus radio libre, c'est-à-dire. Moi, je suis plus radio libre. Voilà. Il y a des Je suis plus auditeurs qui radio libre. appellent et t'improvises Et avec eux. t'improvises avec eux, et ce qui est magique, c'est ce qui se passe, c'est ce que tu crées Ouais. sur le moment, mais quand t'es là, et puis tu dois faire une chronique, puis tu prends un auditeur qui s'est méga préparé. Moi, je sais pas faire, il y a des gens qui savent très bien faire, moi, je sais pas. Je pense qu'en radio, ça fait 20 ans que je suis à Beurre FM, aujourd'hui, je suis peut-être moins de talk parce que j'ai peut-être plus envie aussi d'en faire, je suis plus à l'aise dans un format de flux musical. Mais là où les meilleures années que j'ai eues à Beurre FM, c'est quand il y avait Boudère avec moi. Tu te souviens d'un moment incroyable d'impro avec des auditeurs, un truc de ouf, T'as pleuré de rire. mais exceptionnel, quoi. Un Ouais, machin, je pense. Ouais, mais il y en a trop là parce que c'est tous les moments que j'ai passé avec Boudère. C'était à quelle période c'était? C'était en 2000, je crois 2009-2012. Ouais. 2009-2012. On fait 2 saisons ensemble, enfin 2 saisons et demie ensemble avec Boudère. Et je crois que c'est les 2 meilleures saisons sur 20 ans. Ça devait être de la ouais. dynamite, tous les deux. C'était la folie. C'était la folie parce que déjà avec Boudère, on s'entend archi bien. On se connaît depuis des années. Et que on nous a donné carte blanche. Et quand t'as carte blanche et que t'as 2 fous dans un plateau, ça peut être que fou. J'ai des souvenirs. Avec Boudère, on a fait des canulars, mais incroyables, où j'avais des larmes aux yeux, où j'en pouvais plus. J'arrivais pas à tenir le micro parce qu'il te sort des vannes incroyables, comme moi je lui sortais des vannes incroyables. C'est vraiment cette espèce de ping-pong qu'on a entre nous. Et puis il y avait une animatrice et un autre animateur. Et donc, il y avait un truc qui se créait, et c'était formidable. Cette matinale, elle était juste folle, mais vraiment folle. Et moi, je suis plus à l'aise là-dedans, dans le talk. Mais j'aime bien la radio, hein. C'est un bon univers, c'est une bonne école. Dans le canular, il y a un maître qui s'appelle Laurent Baffy. Non, Jean-Yves Lafesse aussi. Jean-Yves Lafesse, Laurent Baffy. Ouais, pour moi, les deux, ils se valent. Ils se valent, ouais. Moi, je préfère Laurent Baffy. Moi, je suis Après, plus. Moi, voilà. je suis un vrai fan de Laurent Baffy. Moi, je Ouais. pense qu'il y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent me mettre en stress. Je crois qu'il y en a pas beaucoup du tout, mais je crois qu'il y en a un qui peut vraiment me mettre en stress, c'est Laurent Baffy. T'as déjà Et rencontré?
Hein? Laurent Baffy, tu l'as déjà rencontré? C'est le côté- Ouais, c'est je le l'ai côté rencontré dans une émission. Sans ouais. parachute, quoi, tu vois, pour moi. Ouais. Je l'ai rencontré une fois dans une émission, mais je vais pas parler. Tellement j'étais intimidé, je vais même pas parler, ni pris de photos, ni rien du tout. J'ai pas parlé avec Laurent Baffy. Je suis vraiment, mais c'est pas fan. C'est frère, je suis un vrai fanatique de ce mec-là. Je suis fou de lui. Lui, Ardisson, mais frère, je suis dingue de lui. Je suis vraiment dingue. Mais il y a une époque, Kader Aoun avait eu la gentillesse de me demander de donner un petit coup de main à son pôle d'auteur pour écrire dans Tout le monde en parle. Non, Salut les terriens. Ouais. Et Kader m'avait demandé est-ce que ça m'intéressait de donner un petit coup de main pour écrire des vannes et tout. Je raconte cette anecdote, je la raconterai souvent. Parce qu'il a réalisé un de mes rêves, Kader. Parce que mon rêve, c'était de rencontrer Ardisson, de travailler avec Ardisson. C'était mon rêve depuis le lycée, quoi. Kader le savait pas, mais quand il a fait ça, il m'a fait un cadeau, mais c'était plus qu'un cadeau, tu vois. Donc j'écrivais des vannes pour Salut les terriens. Je donnais un petit coup de pouce et tout, j'envoyais des petites vannes et tout à Kader. Et un jour, donc j'écrivais beaucoup de vannes et je regardais pas l'émission. Par superstition, je regardais pas l'émission. Je voulais pas regarder parce que je voulais pas voir si on m'avait pris ou pas pris de vanne. Je voulais pas savoir. Et un jour, j'écris une vanne pour l'émission où Michel Galabru était invité. Et je crois que son livre, si je dis pas de bêtises, le livre de Michel Galabru, c'est je ne sais pas dire non. Je crois que c'était ça le titre du livre. Et j'écris une vanne. Je l'aurais juste pour savoir, ça se passe comment pour écrire les vannes? C'est qu'on te dit, voilà, c'est tel voilà. thème d'émission, tel invité. Voilà, on te dit, ça, t'as comme invité, c'est ça leur actu, fais des vannes par rapport à ça. Donc je faisais plein de vannes. Mais donc j'écris une vanne, mais qui est pour moi balourd, tu vois. Ouais. C'était la vanne, je m'en souviens, c'était vous avez écrit un livre, je ne sais pas dire non, est-ce que je peux vous embrasser? C'est la vanne que Ardisson aurait dû dire, enfin, doit dire à Michel Galabru. Et je regardais jamais les émissions pour savoir ou pas si mes vannes étaient prises. Je regardais jamais parce que j'aime pas ou soit me réentendre ou me revoir en télé, j'aime pas ça. Et un jour, je zappe comme ça. Et au moment où je zappe, mais vraiment, je zappe, je tombe sur Salut les terriens et je vois Ardisson faire ma vanne, frère. Écoutez, je crois que j'en ai eu des beaux moments là jusque maintenant, j'espère en avoir d'autres. Mais je crois que celui-là, il est dans le top 3 des meilleurs moments de ma carrière. Franchement, dans le top 3, j'aimerais même te dire dans le top de deuxième. C'est vraiment c'est le plus beau des moments que j'ai eu dans ma vie. Kader, il le sait pas, je lui ai jamais raconté, mais je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qui m'est fait. C'est celui-là. Et vraiment, voir un mec que j'admire, que je respecte, où je voulais marcher sur ses pas, faire la vanne que j'ai écrite, mais tu t'imagines même pas, c'est comme si tu m'avais signé un chèque de 700 000 € sur place. Et tu l'as rencontré, Ardisson? Jamais. C'est mon rêve, hein. C'est vraiment mon rêve, c'est de l'interviewer, de parler avec lui, d'échanger avec lui. C'est vraiment mon rêve. Thierry, si tu nous entends. Thierry, si tu nous entends, sache que je suis fan de toi. Mais voilà, c'est un de mes rêves et Kader était encore là. Tu vois, c'est marrant, hein, la vie. Le destin. Là, tu parles de ta vie avec du recul et ça m'intéresse aussi le fait que tu as fait de la psychanalyse. Ouais, j'ai étudié un peu de psy. C'était vraiment cool. Ça m'a, je sais pas si ça me sert. Je cerne un peu plus, je cerne un peu mieux les gens, mais je sais pas si ça me sert véritablement maintenant. Même au niveau des associations d'idées? Si, des fois. Parce que Joe a fait des études de psychologie. Si, ça m'aide énormément. C'est ce que je te dis. Quand je fais une impro, c'est très souvent le truc que j'essaye de faire, c'est de faire une impro qui va éveiller chez les gens une image. En fait, c'est comment t'arrives à connecter autant de gens d'un coup. Et une fois, il y a un mec qui rentre là. Je m'en souviens, je suis au Paname, il y a un mec qui rentre là, il a une gabardine. Et il a une gabardine et une casquette. Il rentre, je dis, bonjour monsieur, il arrive en retard, je dis, monsieur, vous étiez sur une enquête? Écoute-moi bien. Tout le monde se retourne, explose de rire. Parce que je sais que les gens dans leur tête, ils ont vu un mec avec une loupe. Ils ont vu Sherlock Holmes rentrer dans la salle. Et tu sais, ce truc-là tu sais, c'est comme si t'allumais un interrupteur dans la tête de tous les gens au même moment. Mais c'est ça que je kiffe faire. C'est surtout ce truc de dire tac, tac. Ces deux trucs, je les mets là. Et maintenant, je m'amuse un peu plus parce que un peu plus d'expérience. Je m'amuse à créer une impro là, à droite. Je vais en faire une à gauche. Je vais en faire une au fond. Et ce qui est marrant, c'est quand t'arrives à regrouper celle-là avec celle de droite et avec celle de gauche. Quand t'arrives à ce niveau-là, c'est que t'es un bon.
t'es un très très bon. Ça vraiment, il y en a, c'est pas prétentieux, mais on n'est pas beaucoup à le faire. Hein. Moi, je vois Redouane sait le faire. Redouane le fait. Redouane Bougueraba, mais il sait le faire. Il est très fort dans ce truc-là aussi. C'est-à-dire que lui, il arrive à connecter 100 personnes et à regrouper toutes les histoires des 100 personnes en même temps. C'est impressionnant à faire parce que c'est très dur dans le cerveau à pouvoir faire ça, tu vois. Ouais, parce qu'il faut se souvenir de tout ce que pour que ça marche, faut vraiment que t'aies le chemin. Tu vois, faut que t'aies le chemin, faut que t'aies la feuille de route de toute ton impro. Si tu perds une seconde, ça marche pas. Mais si t'arrives à connecter 3 impros ensemble et en faire qu'une seule, voilà, c'est incroyable. Est-ce que tu te considères comme un stand-upper? Tu te mets dans cette catégorie-là? Oui, parce que je parle avec le public et que je casse ce fameux 4e mur, comme on dit. Je pense que moi, je fais du stand-up, comme tout le monde, mais je pense que j'apporte en plus ce truc beaucoup plus interactif. Moi, j'ai besoin que ce soit connecté tout le temps avec moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je parle souvent avec les gens, même dans mon spectacle. Ce qui est cool et pourquoi je m'amuse dans mon spectacle, c'est que je fais mes sketchs, je fais mes passages, mes sets, et puis, j'intègre les gens dans mes sets. Ça veut dire que quand je demande s'il y a des parents, il y a des parents dans la salle souvent, tu vois. Donc voilà, j'essaie de les faire rentrer, de prendre leur expérience, vanner, machin. Quand je parle du métissage, il y a toujours des gens métis dans la salle. Donc voilà, c'est assez drôle, quoi. Et juste, tu parles de ton spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler, savoir ce qui va se passer Alors, le spectacle s'appelle Life. C'est un spectacle. Alors, j'aurais pu l'appeler Part of Life, une partie de vie, parce que dans mon spectacle. J'espère que vous viendrez le voir. Bien sûr. Je dis pas, je suis né là, j'ai grandi là, j'ai fait de l'école là. Après, tu vois, c'est pas un espèce de truc qui part de la naissance ou de l'enfance vers ce que je suis maintenant et ce que je veux devenir. J'ai décidé, je dis, tu sais quoi, je vais prendre une partie de ma vie. Prendre une partie, celle que je trouve le plus intéressante, celle qui me fait le plus marrer. J'ai pris de la naissance de ma fille, donc il y a 8 ans, à mon divorce. Voilà. C'est la partie que je trouve la plus folle parce que j'ai eu ma fille, ça a changé ma vie. J'ai divorcé, c'était un divorce compliqué avec les avocats et les trucs, c'était relou. Et il y a eu ma vie après mon divorce. Parce que ma vie après mon divorce, je la trouve assez drôle parce que moi, je suis resté en couple de 21 ans à 36 ans. Tu vois? Je suis resté vraiment 15 ans, presque 16 ans en couple. Et ce que je vis, ce que tu dois vivre quand t'es jeune, quand t'as 20 ans, mais moi, je l'ai vécu à 36, quoi. Tu vois, à 36, moi, j'avais pas dragué depuis 2000, depuis l'année où j'ai rencontré la mère d'Elia, depuis 1999. Ouais, j'ai pas dragué une fille. On va dire, tu dis, la dernière fois que j'ai payé un rendez-vous, c'était en francs. En francs? Mais c'est pas une vanne. Mon dernier rendez-vous, je l'ai payé en francs. Parce que tout à l'heure, mon dernier rendez-vous très sérieux, je l'ai payé en francs. Et c'est vrai, parce qu'en 99, quand je rencontre la mère de ma fille, je paye en francs encore. Et je me retrouve en 2014, moitié d'année 2014, à me retrouver sur un truc où il y a des réseaux sociaux, où les femmes, elles ont changé, l'esprit des femmes a changé, l'esprit des hommes, le marché de l'amour, le marché du sexe, le marché de... Tout a changé. En bien ou en mal? Je sais pas si c'est en bien ou en mal, mais c'est différent, tu vois, je sais pas si c'est en bien ou en mal, mais j'étais passé des soirées cut killer au Palacio à, ouais, il y a des chichas maintenant. Et il y a des, tu vois ce que je veux pas? Mais le grand écart, il est là. C'est-à-dire, ouais, avant, je faisais la queue devant le Palacio pour rentrer avec la mère de ma fille pour qu'on avait passé une soirée en boîte qu'on avait préparé une semaine à l'avance. On avait retiré 200 francs le mercredi à me dire, bah, tu vois, tu peux aller en chicha à 20 € et là-bas, il y a que des nanas qui cherchent que des mecs et c'est super. Mais tu connais l'application Tinder? T'as pas Tinder, mais t'as pas une application de rencontre. Tu connais pas ça? Je dis, mais non, moi, mec, tu vois, et j'en parle dans mon spectacle. Et je vais beaucoup plus loin parce que dans mon spectacle, alors on peut prendre ça pour du sexisme, mais je parle de, je sais, il y a des trucs que je savais pas faire. Moi, j'ai grandi avec des femmes. Après, j'étais avec une femme, donc ça veut dire que je me suis retrouvé à me dire, bah, t'es tout seul avec un enfant maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des trucs vraiment, je savais pas à faire. Je savais pas draguer, je savais pas faire à manger, je savais pas changer un enfant. C'est pas sexiste. Je dis pas que ma femme, elle faisait que la cuisine et qu'il y a qu'elle qui faisait la cuisine. Mais il y a des trucs où on m'avait mâché le travail pendant des années et je me suis retrouvé à me dire, ah ouais. Mais et dans le spectacle aussi, il y a une partie un peu plus coquine où je dis sexuellement aussi. Putain mec, j'étais 20 ans avec la même personne, le même corps, 20 ans. Et à un moment, tu te dis putain mais là il y a mec, il y a d'autres trucs. Et tu connaissais ça? Tu savais qu'on pouvait faire ça? Est-ce que tu savais qu'on pouvait me lever une jambe jusque là? Frère, non, je savais pas. Tu savais ça existait ça? Non, je savais pas. Tu savais que tu pouvais faire ça avec ton... Non, je savais pas. Et j'ai découvert à 36, 35, tu vois. Ce qui est ouf, tu vois. Donc, je parle de ça et j'ai décidé dans mon spectacle de prendre qu'une partie de ma vie. Peut-être dans le prochain spectacle, si j'en fais un deuxième, alors que j'en ferai pas de deuxième, je vous donne l'info, je ferai jamais 2 spectacles, j'en ferai qu'un seul. Et
peut-être que je parlerai de mon enfance, tu vois. Mais c'est dans le cas où je ferai un deuxième spectacle et je ferai jamais 2 spectacles. J'en fais un seul et j'arrête. Tu laisses beaucoup de place à l'improvisation encore dans ton spectacle. Ton spectacle, c'est l'impro ou c'est la partie storytelling? C'est les deux parce qu'en fait, le storytelling, je le raconte jamais 2 fois de la même manière. D'accord. C'est-à-dire que mon spectacle, quand j'ai commencé à regarder les stand-up américains, ce que je trouvais impressionnant, c'est de me dire putain, les mecs, ils arrivent, mec, ils ont rien écrit. Ouais, c'est un gars qui arrive, il a un micro, te raconte sa vie, comme s'il était dans ton salon et il se barre. Mais c'est après que j'ai su que les mecs, ils étaient au cordeau et que c'était bien écrit et tout. Mais moi, je disais, c'est ce style-là que je veux avoir. Si je veux arriver sur scène, je vous raconte mes histoires, hein, et je veux que dans vos têtes, vous dites, il est venu, il était dans la rue, il a vu la lumière, il est rentré, on lui a dit, t'as pas 1 heure où tu peux nous raconter ta vie? Je viens, je vous raconte mon truc et je me barre. Et je veux que les gens, quand ils partent, ils disent, putain, mais c'était pas écrit, il est venu, il a improvisé tout ça, quoi. Et c'est pour ça que je fais jamais 2 fois le même spectacle. C'est pour ça que sur scène, j'essaie de vraiment développer ce côté très à l'aise pour que mes impros, elles restent dans la même intensité que mes sketchs. Et ça, c'est très dur à faire parce que des impros, c'est toujours très fort. Et les sketchs, c'est toujours un peu en dessous. Donc, il faut toujours avoir des sketchs très forts pour essayer d'avoir, tu vois, un bon rythme pendant tout le spectacle. T'as joué dans un film, pardon. Justement, coexister. Je sais pas, le cinéma. Quelle question? Tu te revois au cinéma Non, je me revois dans le cinéma en termes d'auteur ou de réalisation. D'ailleurs, j'écris mon film, mon premier long métrage que je vais réaliser bientôt. Si Dieu veut, ouais. J'ai coécrit avec Walid Afkir et Grégory Boutboul. Donc non, j'ai jamais eu la prétention de vouloir. Une comédie, c'est une comédie. Ouais. J'ai fait 2 films, je crois 3 même. J'ai fait 3 films. Et mais ça me fait pas triper comédien. Je pense que c'est un vrai métier qu'il faut laisser ça aux vrais comédiens qui ont envie d'être comédiens. Moi, j'ai pas envie d'être comédien de cinéma. J'ai pas envie, je dénigre pas, je dis pas que je suis pas capable de le faire, je l'ai fait, mais c'est pas le truc qui m'excite le plus. Par contre, tu me dis écris un film, mets-le en scène, dirige des artistes, des comédiens. Ah là, je te dis ouais. Jouer dedans, non. Mon film, non. Mes productrices en passages. Non, même pas. Alors, je vais peut-être faire un passage un peu à la Spike. Non, vraiment, je fais un truc à la Spike, ouais, caméo, à la Spike Lee, mais sans parole, tu vois, juste un travelling, tu vois ma gueule et fin, tu vois. Mais je sais que mes productrices, elles me saoulent en ce moment en me disant, ouais, Tariq, on aimerait que tu aies un rôle dans ton film et on aimerait que tu joues dans le film. Et je dis non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de jouer dans mon film. Comme Scorsese, quoi. Des fois, tu le croises dans voilà, ton film. Exactement. Sa mère, voilà, tu vois, je vois tous mes potes, tous mes collègues humoristes qui font des films et ils veulent jouer dedans. Ils font des films pour eux. Moi, je veux pas faire un film pour moi. Je fais un film pour le public et j'ai pas envie de faire un film pour ma gueule. Voilà, je fais un film pour des comédiens, pour un public. Mais j'ai pas ce truc, je sais pas, c'est pas mon délire de me dire j'écris un film et je joue dedans. T'es plus cinéma français, américain? Je suis même cinéma français, américain, suédois, finlandais. Je regarde beaucoup des films venus de... Coréen aussi. C'est vrai? Je regarde, parce qu'en fait, je regarde beaucoup les techniques de réalisation, les jeux d'acteurs, ça m'intéresse. Comme quoi, enfin, c'est quoi par exemple, quand tu regardes un film, je pense que tu vois en tant que spectateur, mais est-ce qu'il y a, donc, du fait que tu souhaites réaliser des films, tu t'analyses vraiment Ouais, j'analyse vraiment. Alors ça, c'est vraiment le rêve ultime. J'ai pas la prétention, mais j'aimerais bien un jour tendre vers ça. Tu vois, quand tu regardes un film de Scorsese, tu sais qu'il est de Scorsese, même s'il n'y a pas écrit Scorsese au début. Tu regardes un film de Tarantino, tu sais que c'est un film de Tarantino, même s'il n'y a pas marqué Tarantino dessus. Tu regardes un film de Lelouch, tu sais que c'est un film de Lelouch, même s'il n'y a pas écrit Lelouch au début. Parce que tu vas reconnaître tout de suite comment c'est filmé, comment les couleurs, comment c'est étalonné, comment c'est... Voilà, c'est ça que j'aimerais, c'est vraiment trouver ma technique à moi et mon truc à moi et qu'on dise putain, c'est un film de Tariq sans qu'on ait vu, sans qu'on ait lu qu'il y avait marqué Tariq dessus. Ça serait mon rêve. Une petite question de Joe. Ouais. Je voulais revenir avant de terminer. Comme tu aimes l'impro, est-ce que ça te dit qu'on fasse des associations d'idées? On le fait jamais, on le fait exprès. On a voulu tenter avec toi, on a voulu improviser. Alors qu'est-ce que je dois faire dans des petites associations? Elle va t'expliquer. En gros, je te dis un mot et tu me réponds ce que ça t'évoque. En roue libre. En roue libre, vas-y. Mais vraiment, tu filtres rien. Ah non, tac, vas-y. Cucurbitacé. C'est un mot compliqué de plusieurs syllabes. Je pense que c'est un animal. Capillotracté. Pour moi, c'est un mec qui se fait pousser les cheveux avec un tracteur. Corona. Corona, c'est une bière. Tariq. C'est un fils de pute. C'est pas bien. Pitch Club. Quoi? Pitch Club. C'est un club où on mange des pitchs. Il y a 2 groupes, les pitchs à la fraise et les pitchs au chocolat. Ils s'embrouillent tous les mercredis. Les gens du 7-7.
Tous. Les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux. Ah, c'est un film de cul, grand film de cul gratuit. Et dernier mot, la paternité. Ah, c'est le plus beau métier du monde. Alors merci Tariq d'avoir Merci, été avec Tariq. nous en tout cas. Merci à vous, les amis. Donc on peut retrouver actuellement dans ton nouveau spectacle Ouais. qui s'appelle Life. Ouais, en tournée dans toute la En France. tournée dans toute la France et bientôt sur Paris, on l'espère. Ouais. On te souhaite également que tu puisses faire ton premier film. Là. Exactement, qui s'appelle SMJ, un film avec Walid Afkir, enfin réalisé par Walid Afkir et moi-même, écrit par Walid Afkir, avait écrit aussi avec Grégory Poulboul. donc Je c'est dis bien. leur nom parce que quand je dis pas leur nom, ils m'envoient des textos. Ouais, t'as pas dit non. Et bah, C'est comme c'est ça, bien c'est avancé, quoi. C'est-à-dire, tu... Ouais, là, ça y est, c'est bien avant. On est sur le casting D'accord. et on est très content. On a des gens super cool Et qui ça peuvent. tourne en 2022, alors. Ça c'est tourne pas- normalement, si Dieu veut, Ouais. vraiment, Inch'Allah, en été 2022. Parce que c'est un film avec des jeunes, donc on ne peut tourner D'accord. qu'en vacances, en fait. Bien sûr, Ok. pendant les vacances. Bah, Ouais, c'est un super, film avec alors. des mineurs. Eh ben, Super, merci bravo. encore d'avoir été avec nous. Merci les amis, c'était vraiment cool et j'ai pu me dire vraiment parler en temps de franchise. Toute Ah, liberté. ça, hein, c'est tout un- à c'est un grand plaisir. Ah, C'est un plaisir, pas et je vais sans la faire. parachute. Non, sans parachute, vraiment. Émission sans parachute, voilà. Bah, Merci parfait. les amis. Merci. Merci. Tariq. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Beach Club. Le Pitch Club.